Bienvenue à tous. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-accusés ont été reconnus coupables de détournement de plus de 100 millions de dollars américains dans l'affaire Boukangalonzo. La Cour constitutionnelle siégeant en premier et dernier ressort a rendu son verdict. 10 ans de travaux forcés, ces biens seront confisqués au prorata de fonds détournés. On en parle à travers cet extrait. Suivez. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions, dit établi en fait comme en droit l'infraction des détournements des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Augustin et Claude Christos Stéphanous, condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction des détournements de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Augustin et Mutombo Malanimbo de Gracias. Conséquence, condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires si après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Augustin et Mutombo Malanimbo de Gracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Augustin et Mutombo Malanimbo de Gracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Augustin et Mutombo Malanimbo de Gracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Claude Christos Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme. Une plénière intense à la Chambre basse du Parlement, mais qui n'a pas visiblement influé sur la décision de la Cour constitutionnelle. Les immunités parlementaires du député national Matata ont été évoquées. 2 nouvelles propositions de loi jugées recevables. Alim Balaka nous fait revivre cette plénière en images et commentaires. La séance plénière du mardi 20 mai 2025 dédiée à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans l'Est du pays s'est ouverte par une importante communication du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Au lendemain de son audience avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Chambre basse du Parlement a rassuré les députés nationaux que les accords issus des processus de paix et de coopération économique en cours seront examinés en plénière avant toute ratification. Permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des 10 accords.
En ouverture, la plénière a exprimé sa solidarité envers les populations de l'Est, toujours victimes des violences liées à la guerre d'agression menée par le Rwanda à travers le M23 AFC. Concernant le projet de loi sur la prorogation de l'état de siège présenté par le ministre de la formation professionnelle Marc Ekilali Kombo, élu par le rapporteur Jacques Joly, il a été adopté à la majorité des élus présents. L'intersyndicale de l'ONATRA plaide pour l'apurement des arriérés des salaires du personnel, mais aussi la relance des activités de cette entreprise du portefeuille de l'État. Les bancs syndicales a été reçu par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Chimène Dondo, Djokuku et Pompo Umba ont signé ces reportages. Nous avons un programme directeur des sites pour la ville de Kinshasa, aussi bien les taxis fluviaux. Concernant le volet social, les arriérés des salaires, les salaires dans les mois et toutes les dispositions sont prises. Et là, je me réserve de donner le détail parce que j'attends la lettre de l'autorité. Et donc, la première ministre a pris en compte notre cahier de charges et puis elle va répondre favorablement. Donc, tout est bien passé. C'est aussi l'occasion pour moi de rassurer tout le travail de l'ONATRA que je viens d'être reçu par la première ministre pour notre dossier de social, les arriérés et les dispositions sont prises. Vous savez que cette entreprise est en difficulté. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'une concurrence vraiment. Et au niveau de l'ONATRA, vous savez, le chemin de fer aujourd'hui, c'est presque quasi inexistant, quasi arrêt. Et puis même au niveau du PTF, parce qu'il n'y a pas de trafic. Par rapport à ça, nous avons expliqué à Madame la Première ministre les dispositions que le gouvernement prendre pour aider parce que Madame, aujourd'hui, il y a les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais avec l'ONATRA, si les 28 taxis fluviaux de la gare fluviale jusqu'à Maluku et les sites pour la ville de Kinshasa, aussi la reprise des trafics fluvial et puis ferroviaire Kinshasa-Matadi par rapport aux institutions du chef de l'État, les volets sociaux, oui, la première ministre a pris tout vraiment en acte. Tout a été retracé, documenté et scellé dans un livre blanc. Les crimes commis par l'armée rwandaise dans les espaces occupés de janvier au mois d'avril de cette année sont connus. Ces documents témoins ont été présentés au public par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouillère, dans une activité organisée par le mécanisme national de suivi de l'accord cadre. Gaëtan Magalano, Patricia Ungu et Papi Umba. Au Musée national de la RDC, un livre blanc de plus de 100 pages décrive de crimes graves et massifs commis à la prise d'occupation de Goma et Bukavu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 de janvier-avril 2025. Sous un silence absolu, la voix du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, résonne dans la salle pour que le monde entier puisse aussi parler de toutes les atrocités et le pillage orchestré par le Rwanda. Nous assistons à ce que moi je peux appeler une gouvernance par crime. Il ne se passe aucun jour sans que l'on y déplore des crimes commis contre des femmes, des crimes commis contre des enfants, des crimes commis contre des patients dans des hôpitaux. La vigilance, nous devons l'avoir de manière continue. Une activité placée sous le patronage du président de la RDC et le président du comité de pilotage, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans ces documents, le professeur Tumba Luaba Lumu et toute son équipe ont recensé le détail de l'horreur qui a commencé par toucher de camps de déplacés. C'est très important lorsque nous sommes dans une situation de pays agressé par ses voisins, particulièrement le Rwanda, qui a fait entrer ses forces spéciales alliées aux supplétifs du M23 Alliance et du fleuve Congo et qui, sur leur passage, nous permettent la traçabilité de nombreux crimes graves et massifs, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et même des actes de génocide. Il est important de les répertorier, de les documenter pour pouvoir s'en servir dans nos plaidoyers sur le plan international et également devant le cours des tribunaux. Présent dans la salle,
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, la ministre des Droits humains et quelques conseillers principaux du chef de l'État. Pour le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le pays de la région doivent impérativement poursuivre la paix et la cohésion de peuples. Exercice presque au quotidien. Les élus provinciaux et nationaux s'informent régulièrement de l'évolution des réformes et leur impact dans leur entité administrative respective. Des réformes au sein de l'administration publique, évidemment, eh bien, c'est ceux de la Tchouapa, de la province de la Tchouapa, ont été reçus dernièrement par les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Nadine Kilocho et Moké Malouma. Dans une démarche pédagogique visant à mettre à la disposition des représentants du peuple les informations nécessaires en rapport avec le redressement et la modernisation de l'appareil administratif congolais, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, multiplie des échanges avec les élus du peuple. C'est dans cette optique qu'il a tenu une séance de travail ce lundi 19 mai 2025 avec les députés et sénateurs membres du caucus des élus nationaux de la Tchouapa. Engagé dans la réforme de son administration, le gouvernement innove par l'entremise de la vice-primature en charge de la fonction publique pour impacter positivement la vie de ses concitoyens, notamment par la prise en charge de toutes les préoccupations, des résolutions des cas constatés dans leur circonscription électorale auprès du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, qui a martelé sur la ferme volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour des solutions durables aux problèmes posés. Nous sortons vraiment contents par rapport à l'initiative que le VPAM Liaou a prise pour le fonctionnement, pour le paiement, pour aussi l'installation de la CENSAP au niveau de la Tchouapa. Nous avons apprécié ce qu'il a dit et maintenant nous sommes obligés de l'accompagner parce que le processus est bon et c'est pour l'intérêt de nos populations. Nous le félicitons en plus vraiment de l'effort qu'il est en train de faire. Il fournit des grands efforts pour qu'on parle aujourd'hui d'une vraie fonction publique. Il n'y a plus de bruit, moins de marches, moins de grèves. Le VPM Liaou mérite des félicitations pour le travail qu'il est en train d'abattre jusque-là. Croissance économique, souveraineté et réconfiguration, une trilogie au cœur des débats à la conférence économique globale GRAOF à Rabat au Maroc, conférence à laquelle a pris part le vice-premier ministre de l'économie Daniel Moukoko Samba. C'est un commentaire des Rodépanda. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a représenté le Congo-Kinshasa à ses assises de réflexion de l'édition 2025 de la conférence Global Growth organisée par l'Institut Amadeus de Rabat au Maroc sous le thème croissance économique, souveraineté et réconfiguration devant des têtes pensantes de la politique économique du continent africain. Le patron de l'économie congolaise a souligné que l'Afrique doit exclure dans sa politique de développement une croissance économique étroite en vue de bâtir une économie stable, prospère et forte pour l'intérêt général des cas de la région des Grands Lacs dont fait partie la RDC en tournant la page de l'instabilité avec des conflits. C'est un grand moment pour l'Afrique de réfléchir sur la croissance économique, mais pas la croissance économique qui appauvrit, qui ne bénéficie qu'à une infime partie de la population, mais une croissance économique qui est partagée largement. Et pour cela, il est important que l'Afrique se réinvente avec ses propres ressources. Comment vous voulez que la République démocratique du Congo puisse diffuser ses capacités sur le reste de l'Afrique si elle ne se connecte pas dans la région des Grands Lacs avec l'Afrique australe, si elle ne s'ouvre pas grâce à tous ces corridors de développement, pas une souveraineté nationale étroite, mais dans de grands ensembles africains. Et c'est possible, je crois que le moment est arrivé de faire de la coopération sud-sud une réalité. Une bonne place a été réservée au projet du barrage Grand Inga, les grands corridors verts reliant le Kivu à Kinshasa pour l'énergie renouvelable, sans oublier les corridors de l'Obitu qui va créer des zones industrielles dynamiques reposant sur les ressources régionales des trois pays, à savoir la RDC, l'Angola et la Zambie. Global Growth, une conférence qui a réuni les différents acteurs, est une plateforme de réflexion pour une croissance durable et résiliente.
Lutte contre les épidémies, eh bien le gouvernement de la République opte pour le renforcement de la couverture vaccinale. On en parle dans ses commentaires d'Eugénie Dada-Chavani. Le gouvernement congolais, par les biais du ministère de la Santé à travers son organe technique, PLEPEV, entend d'ici 2030 renforcer la couverture vaccinale des routines pour atteindre 80% des enfants vaccinés avant leur premier anniversaire. C'est pour lutter contre la résurgence des maladies évitables par la vaccination, éradiquées sous d'autres cieux, notamment la rougeole, la polio, qui sont des principales causes de la mortalité et de la morbidité des enfants de moins de 5 ans. La résurgence de ces maladies est due au faible financement de la vaccination, a déclaré Dr Romain Mouboyaï, le directeur du cabinet du ministre de la Santé. Pour renforcer la vaccination et maintenir sa gratuité, le gouvernement avait pris l'engagement au mois de mars 2025 de financer la vaccination et de retenir le financement de la vaccination dans les lignes budgétaires du ministère de la Santé. Cet engagement était consigné dans la déclaration de Kinshasa de 2025. Au cours de la matinée des plaidoyers organisés par le programme élargi de vaccination avec l'appui financier des PAD et de l'UNICEF, dans le cadre de la semaine africaine de vaccination, il était question de sensibiliser les réseaux des parlementaires acquis à la vaccination, question de les inviter à s'impliquer pour que le vote du budget tienne compte du financement alloué à la vaccination. Les intervenants à cette matinée des plaidoyers, à savoir Dr Audrey Moulumba de PEV, Thomas Noël Gaïa de l'UNICEF et autres, ont insisté sur l'importance de la mobilisation des fonds à allouer à la vaccination pour renforcer l'immunité collective des enfants de moins de 5 ans. Un partenariat renforcé dans plusieurs domaines, notamment la construction d'un chemin de fer. Le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées par la RDC s'est entretenu avec une délégation de l'entreprise chinoise Zhongji Wozen. Gaëtan Magalano. 35 jours après que la délégation de la firme chinoise Zhongxi Wonxin était reçue par le directeur général de l'APCSC pour une séance de travail au sujet de la relance du chemin de fer en RDC. La délégation a été une fois de plus reçue le lundi 19 mai 2025 par Maître Freddy Odichembo pour présenter la suite de différents projets des infrastructures en RDC. Il s'agit entre autres de la relance du chemin de fer, la certification de gisement et la production de l'électricité voltaïque. Nous travaillons sur différents projets des infrastructures, entre autres le projet de chemin de fer quittant Sakanya jusqu'à Ilebo, la modernisation du port de Ilebo, ainsi que la modernisation de la ligne Kinshasa-Banana afin de permettre la viabilisation de ports en eau profonde de Banana. Entre autres, nous avons aussi le projet de certification des ressources naturelles de concessions, de quelques concessions de la MIBA, afin de pouvoir soutenir les projets de développement des infrastructures dans l'espace Kasaï. Le délégué de cette firme chinoise souhaite donc matérialiser ces différents projets en RDC tout en s'appuyant sur la facilitation de la PCSC. On en vient à cette information. Des navires battant pavillon congolais. Les rêves se transforment à une réalité. Eh bien, les lignes maritimes congolaises, désormais en partenariat avec les géants néerlandais de la construction navale d'Amen, de nouveau à flot. Chimène Dondo. Pendant plus de 30 ans, le nom avait presque disparu de flotte. Aujourd'hui, l'île maritime congolaise est bel et bien de retour. Plus déterminé que jamais à redevenir le géant de mer de la sous-région. C'est une annonce historique. À l'issue de travaux stratégiques menés ces derniers mois, le président du conseil d'administration, Lambert Mende Omalanga, a confirmé ce que beaucoup n'osaient plus espérer. L'acquisition de navires en propre devient enfin une réalité. Un immense sentiment de joie pour le directeur général Jean-Claude Mukenzimbi Mwenza, architecte du plan stratégique de développement 2025-2027, lui qui se bat corps et âme pour l'affirmation de LMC dans ses prérogatives. Ces différentes visites ainsi que nos correspondances réciproques montrent l'intérêt que revêt l'acquisition des navires pour les lignes maritimes congolaises. Nous souhaitons vivement nous entendre du point de vue technique sur le prototype du navire, du point de vue financier
sur les conditions d'acquisition ainsi que le financement. Un partenariat stratégique avec le groupe néerlandais Damen, l'un des leaders mondiaux de la construction navale. Frédéric Van de Piet, directeur régional Afrique Damen. Nous sommes là pour soutenir non seulement la LMC mais aussi la RDC. Donc on est là aujourd'hui pour vraiment fêter cette avancée dans la souveraineté du pays et dans un plan stratégique. Ce retour de LMC sur la scène maritime régionale est porteur d'espoir, plus de compétitivité et une nouvelle ère pour la souveraineté logistique du pays. Dans l'entretemps, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a procédé à l'installation officielle du nouveau comité de la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière. C'est un commentaire de Paulette Lumba. Félicitations. Cette cérémonie d'installation présidée par le ministre de Mines Kizito Pakabomba marque une étape clé dans la lutte contre la fraude et la contrebande minière, visant à assainir le secteur et à renforcer l'autorité de l'État. Dirigé par l'inspecteur général de mines Didier Kaku Kingambidi, le nouveau comité voit son mandat renforcé à travers l'implication du ministère de Mines, de l'Intérieur et de la Défense, de la Justice. Les missions du comité s'articulent autour de 6 priorités stratégiques dont la coordination renforcée entre institutions de régulation et forces de sécurité, le contrôle de chaînes de production et de commercialisation de l'or, du diamant, du cuivre et du cobalt. La coopération régionale accrue notamment au sein de la CIRGL pour endiguer les circuits illicites. À cette fin, nous installons donc aujourd'hui une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. À elle revient la responsabilité de consolider les acquis, d'assurer la continuité des réformes et surtout de renforcer les dispositifs de contrôle sur le terrain. Notre approche sera donc participative, inclusive et technologique. Elle impliquera l'ensemble des parties prenantes, les services de l'État, opérateurs du secteur, la société civile, les partenaires internationaux, tout cela pour bâtir ensemble une gouvernance minière exemplaire. Cette nomination intervenue par arrêté interministériel s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la transparence et l'intégrité du secteur minier stratégique pour l'économie nationale. Et à présent, cette nouvelle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a félicité les vice-premiers ministres en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, pour avoir réduit de 89% le manque à gagner versé aux pétroliers distributeurs opérant en République démocratique du Congo, selon une lettre du directeur de cabinet du chef de l'État parvenue mardi à l'agence congolaise de presse. La rigueur et la transparence de la méthodologie adoptée ainsi que la réduction significative de 89% des pertes et des manques à gagner entre 2023 et 2024 témoignent de l'efficacité des mesures gouvernementales pour stabiliser les secteurs, a écrit Anthony Kinzo, directeur de cabinet du président de la République. Et cette réduction est passée de 281 millions de dollars américains à 31 millions de dollars américains selon des sources du ministère de l'économie. On va les découvrir tout à l'heure dans ces reportages. Les lauréats du concours international Challenge Startup Bassin du Congo à Brazzaville dans le cadre du salon Osiane. Il s'agit, vous allez vous en douter, d'un jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo. Yolande Voka pour les détails. Cléver Mejimbouyi, c'est un jeune Congolais de 20 ans, résident à Kinshasa, qui a remporté la finale du Challenge Startup Bassin du Congo, organisé vendredi 17 mai 2025 dans le cadre du Salon international Osiane 2025. Son projet Genesis a réalisé la plus haute marche du podium de ce concours international dédié à la jeunesse, basé sur l'innovation et la créativité, mettant en compétition le 50 meilleures startups de pays de l'Afrique centrale. Genesis est un réchaud à induction solaire qui
qui a été conçu pour remplacer le réchaud à gaz, le réchaud à charbon de bois qui cause la déforestation, le réchaud électrique. Et nous aimerions vraiment que le gouvernement de la RDC nous aide à mettre ce produit sur le marché. En plus d'une belle somme d'argent, Cléver Mejimboui a remporté un ticket pour participer, tout frais compris, au Salon international Vivatech qui se tiendra à Paris du 14 au 17 juin 2025. Les lauréats faisaient partie d'une délégation de 10 startups de la RDC sélectionnées, coachées et encadrées par l'Agence pour le développement du numérique, une structure de la présidence de la République sous la coordination de Dominique Miguicha. Donc nous devons miser sur la jeunesse, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a misé sur la jeunesse. Et donc nous sommes aujourd'hui en train de matérialiser cette vision, la vision d'un Congo qui va miser et compter sur sa jeunesse pour son développement. Les deux responsables de ARPTC et l'ADEN, à la tête d'une forte délégation de la RDC vers Brazzaville, ont annoncé le mobile de ces déplacements essentiellement consacrés au suivi et accompagnement de jeunes start-up congolaises en vue de l'obtention de brevets d'invention et l'accès au marché de l'État pour accélérer le développement de leurs entreprises. Ils sont appelés à produire plus et vont bénéficier naturellement de l'accompagnement du gouvernement central. Les agriculteurs de Ndjili-Sekoumaf étaient avec les ministres d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe, Marie Kalang. La revanche du sol sur le sous-sol, vision claire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur agricole pour mettre fin à l'insécurité alimentaire, consolider la souveraineté alimentaire et faire du secteur agricole un facteur d'industrialisation, de croissance économique et de création d'emplois est le cheval de bataille du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Pour Grégoire Mouchaïl Moutombe, la transformation du secteur agricole se veut ambitieux, axé sur la création des coopératives. L'objectif est de sortir l'économie et la population de la dépendance envers le secteur minier et des importations des denrées alimentaires. Il ne faut pas te vendre, Nous ne devons pas attendre que le riz, le maïs et autres produits proviennent de l'extérieur. Nous ne mangeons pas le cobalt, ni les diamants, moins encore le coltan. J'ai besoin d'une armée verte, forte, même de 10 millions d'habitants, seulement pour vaincre la famine. Malgré les manœuvres de ces détracteurs qui sèment de la terreur pour ternir son image, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, ne baisse pas les bras pour remplir de nourriture le panier de la ménagère. Le commandant de l'armée verte, toujours loyal et intègre, derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de poser des actions concrètes et visibles pour le développement du secteur agricole. C'était hier, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a inauguré le nouveau bâtiment du secrétariat exécutif provincial de la CENI dans la province du Bas-Congo, du Congo central plutôt. On en parle dans ses commentaires. Suivez. Dans son adresse, le président Denis Kadima Kazadi a salué un moment de grande signification pour la CENI et pour la province du Congo central. Témoigne de notre volonté d'offrir à notre personnel des conditions de travail dignes et fonctionnelles, tout en rapprochant davantage la CENI des citoyens qu'elle sert. Cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans la vision stratégique de la CENI 2021-2027 adoptée sous son mandat. Ce plan repose sur 5 piliers essentiels, dont l'amélioration de la qualité du service électoral. Le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui symbolise notre engagement à moderniser les infrastructures électorales, à professionnaliser notre personnel et à matérialiser les transformations exigées depuis plusieurs années. Mettant en lumière l'ancrage historique de cette province dans les réformes électorales, le président Kadima Kazadi a rappelé que le Congo central a joué un rôle pilote dans notre processus électoral récent. C'est ici, en 2022, que nous avons lancé le test grandeur nature, marquant la première phase de la révision du fichier électoral pour le cycle de 2023.
Dans son mot de bienvenue, Madame Bernadette Kitondo, secrétaire exécutive provinciale, a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la CENI, saluant un leadership transformateur qui place l'humain au centre de toute action institutionnelle. Elle a également souligné que ce bâtiment érigé sur fonds propres de la CENI est une preuve tangible de bonne gestion et d'engagement durable envers l'institution et ses agents. Les drames causés par les dernières pluies dans la province du Sud Kivu appellent à une mobilisation urgente. Le vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Jean-Baptiste Mwamindeze, est arrivé à Uvira pour échanger avec le gouverneur du Sud Kivu, Edi Tchala. Mandaté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Jean-Baptiste Ndeze, a effectué le déplacement d'Uvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu, en lieu et place du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Objectif de sa mission, transmettre le message de réconfort et de solidarité du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux populations du Sud Kivu en général et celles de Fizi en particulier. Elles ont été récemment éprouvées par les pluies diluviennes ayant causé de lourdes pertes en matériel et en vies humaines. En prélude de l'arrivée de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Jean-Baptiste Ndeze a d'ores et déjà posé les jalons de cette mission d'écoute et de compassion en circonscrivant clairement les contours de son action sur le terrain. Dans la foulée, il a présidé une importante réunion provinciale au gouvernorat réunissant l'ensemble des services concernés. Une séance stratégique destinée à faire sur la situation sécuritaire dans la région, coordonner les réponses d'urgence et renforcer la collaboration entre différents acteurs de terrain. Avant de quitter, il a échangé avec la population d'Uvira à la place Molongwe dans la même ville. Et pour finir, les regroupements de négociants miniers du Congo a un nouveau président national. Il s'agit de Cédric Pongwe qui a pris officiellement ses fonctions. Suivez. Cette manifestation a débuté sous l'ambiance entre les comités sortants du regroupement des négociants miniers du Congo, Renemico en sigle, et celui entrant. Le président national sortant, Désiré Mbayo, a remercié toute l'équipe pour son accompagnement durant son mandat sur les fauteuils de cette structure, tout en félicitant la commission organisatrice des élections qui, selon lui, s'est déroulée dans la transparence. Notons que 10 membres constitueront le nouveau comité de cette réforme, avec à la tête Cédric Pongwe, président national. Dirigé avec transparence, un bon père des familles, tels sont les premiers propos à la présidence du Renemico. Moi, Cédric Pongwe Songo, président du Renemico, promets et juré solennellement, sincèrement, que j'exercerai véritablement et fidèlement au mieux de mes compétences et connaissances les pouvoirs et les responsabilités qui me sont confiés en tant que président national. La remise du drapeau, statut du regroupement, le règlement d'ordre intérieur, ainsi que la clé du bureau, entre autres, lui ont été remises par Désiré Mbayo, président national sortant. C'est sous une ambiance festive qui s'est clôturée cette cérémonie. Et voilà, c'est la fin de ce journal de 20h du mardi 20 mai. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Surtout, une très belle soirée en famille.